martyr de l'Ouganda, les fidèles sont venus en masse assister à la prière. Dans son homélie, le père Dominique Basse a insisté sur les relations d'amour et de solidarité qui doivent prévaloir au sein de la communauté. L'appel au dialogue du chef de l'État décrypté par la presse, les journalistes Salih Samb et Abdou Ning recommandent au chef de l'État d'entamer les concertations dès le début de son second mandat. Et puis, à 48 heures du 8 mars, la rédaction revient sur l'histoire de Talata Nder. Le président de l'association des écrivains rend hommage aux femmes sénégalaises qui ont toujours fait montre de bravoure et d'abnégation. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et saint temps de carême à toute la communauté chrétienne qui nous suit ici et ailleurs. Le carême, un mois de ferveur et d'abstinence pour la communauté qu'il a donc entamé ce mercredi. À la paroisse martyr de l'Ouganda, les fidèles sont venus nombreux assister à la prière. Dans son sermon, le père Dominique Basse a insisté sur les qualités qui doivent caractériser les fidèles, la foi en Dieu, l'amour envers son prochain, l'esprit de partage et d'entraide qui doit régner au sein de la communauté. Les détails, c'est avec Fatima Tatouré. Mercredi des Cendres, premier jour du carême, deux moments de dévotion, de prière, de communion, jour de pénitence pour les chrétiens, selon le curé de la paroisse martyr de l'Ouganda. Il revient sur l'importance de mettre du cendre sur le front des fidèles. Mercredi des Cendres, c'est le premier jour de carême qui nous invite à nous chrétiens à entrer dans ce temps très fort de spiritualité que Dieu nous donne pour pouvoir vivre une intimité avec Dieu. Également, où nous accueillons, nous faisons signe de pénitence en prenant les cendres. Le jeûne, certes important, mais le comportement humain reste primordial. Le papa avait écrit aujourd'hui que nous avons besoin d'une conversion, pas seulement comme si je puisse dire, à partir des attitudes spirituelles, mais à partir de nos attitudes humaines. Notre Sénégal passe une crise. Alors nous sommes invités à revenir vers Dieu avec des attitudes de cœur. Des recommandations que les fidèles comptent bien respecter, comme préconisé le Christ. Le carême, déjà pour moi, je dirais que le carême, c'est quelque chose que nous devons vivre chaque jour. Ce n'est pas spécialement durant ce temps-là que le chrétien doit vivre le carême. Parce que le carême, c'est quelque chose que j'ai eu à le résumer en trois P, que j'appelle prière, partage et pardon. Donc durant ce carême, ce que nous devons faire, c'est surtout de prier, de partager et aussi de faire pénitence. Ce sont les 3 P qu'on nous apprend depuis étant petit jusqu'à maintenant. Et là, on nous demande un peu de s'ouvrir aux autres, de nous donner aux autres, comme le Christ l'a fait pour nous. Et c'est ce que nous devons faire durant ce temps de carême. Le mercredi des Cendres, un jour d'une importance capitale pour le christianisme, une occasion saisie par les fidèles pour donner de l'aumône et se consacrer totalement à Dieu. Le curé père Dominique Basse exhorte tous les chrétiens à la tolérance et à l'amour de son prochain. Judiciaire à présent initialement prévu aujourd'hui le verdict du procès du chauffeur du PUR, Ibrahim Ndoye, jugé par le tribunal de Tambacounda pour homicide involontaire, a été finalement renvoyé jusqu'au 13 mars dans son réquisitoire. Le procureur avait demandé la peine d'un an ferme. La défense était pour la relaxe au bénéfice du doute. A rappelé que Ibrahim Ndoye a été arrêté par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Kidira après des affrontements entre militants du PUR et ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar survenu le 11 février dernier pour avoir mortellement heurté un jeune conducteur de moto Jakarta, Cher Touré, dit Mathieu. Entendu, le chauffeur n'a pas nié les faits. Il a déclaré que c'est en voulant échapper à la furie des manifestants que le malheur est arrivé.
Et toujours la justice, cette fois-ci à Thiès, pour dire que les militants de la coalition IDI 2019 ont été arrêtés plutôt lors de la proclamation des résultats et ont été jugés au tribunal de Thiès. 2 parmi ces militants ont été condamnés à 3 mois avec sursis. Les autres ont bénéficié d'une relaxe. Reportage Charanta Diop. François Camara, agent municipal de la commune de Thiès-Ouest, Amadou Mokhtar Thiam sont condamnés à 3 mois avec sursis, tandis que Abdounian, Cheikh Touré, Morphal, Momar Diallo ont été purement et simplement relaxés. Ils étaient poursuivis pour divers délits, rassemblement illicite sur la voie publique, destruction de biens appartenant à autrui, participation à une manifestation non autorisée. Cheikh Tidiane Mbodj, l'avocat de la défense, se dit satisfait du verdict. Je pense moi que si tout le monde a été relaxé, sauf 2. Ces 2-là ont été condamnés à une peine assortie du sursis. Mais c'est une très bonne décision qui a permis à tout le monde d'être libre aujourd'hui. Et voilà, ceux qui ont été condamnés vont, comme je l'ai dit aux juges, vont réfléchir donc sur ce qui s'est passé. Et les tournures que ça a pris et tout. Et c'est quelques jours ou quelques heures de vie carcérale et tout pour se conformer au modèle social en vigueur dans l'avenir. Pour Alun Sow, le maire de la commune de Thiès-Ouest, membre de la coalition IDI 2019, le droit a été dit dans cette affaire. Sur le constat, sur les faits qui se sont dirigés dans le tribunal et au vu aussi de tout le monde, c'est le droit qui a été dit. Parce que j'aurais pu dire que Thierno François Camara, qui est un administré, qui est aussi un employé de ma commune, qui a été condamné pour 3 mois de sursis, je pourrais dire peut-être que c'est anormal. Mais si le procureur ou le président, je ne sais pas, l'appellation se base sur des faits pour le condamner, il faut reconnaître que c'est le droit qui a été dit. Les militants de la coalition IDI 2019 se sont déplacés en masse pour soutenir les prévenus. Et puis l'actualité politique ce soir, c'est aussi cet appel au dialogue lancé par le chef de l'État au lendemain de sa réélection. Une initiative que journalistes et analystes politiques apprécient. Serigne Saliou Samb et Abdou Ning, interrogés par nos reporters, recommandent toutefois au président de la République de poursuivre sur cette lancée et d'entamer justement ce dialogue dès le lendemain de sa prestation de serment. Le point, c'est avec Cheikh Diop. C'est officiel maintenant, Macky Sall réélu à la tête du pays, juste après la proclamation des résultats définitifs du scrutin du 24 février. Le chef de l'État tend la main aux politiques et appelle au dialogue. Durant son premier septennat, il n'a presque pas dialogué avec son opposition. C'était un septennat de conflits, d'emprisonnement, d'interdiction, de répression de marche. Si aujourd'hui il vient pour tendre la main à l'opposition, c'est un appel qu'on doit saluer à sa juste mesure. Une chose à saluer, toutefois, il faut des conditions de dialogue au préalable. Pour y arriver, je crois qu'il doit être au-dessus de la mêlée. Ce qu'il doit faire, et j'aurais bien aimé que tous les 4 candidats qui étaient présentés à l'élection reçoivent des cartons d'invitation le jour de son investiture. Et ce serait un premier geste pour pouvoir encore une fois rassembler tous les Sénégalais autour de lui-même, qui, quoi qu'on dise, est au-dessus de tout le monde. Et c'est à lui de prendre l'initiative. Encore qu'il faudrait que les autres acceptent. Parmi les candidats à l'élection présidentielle, Idrissa Seck et Ousmane Sonko s'abstiennent de participer à ce dialogue. Ces analystes politiques demandent à ses leaders d'accepter cette offre. Ce n'est pas une surprise, parce que ceux qui ont été les plus virulents contre lui sont Idrissa Seck et Ousmane Sonko, arrivés donc respectivement 2e et 3e. Ils sont dans une posture qui un peu les conforte. Donc c'est sûr qu'ils vont essayer eux aussi de faire monter les enchères, d'exiger quelque chose, par exemple demander des garanties. Vous voulez qu'on dialogue, d'accord, mais quand même qu'est-ce que vous nous donnez? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Donc leur logique est compréhensible. Je crois que tout le monde va revenir à la raison, sachant que, encore une fois, c'est le Sénégal qui nous intéresse, ce n'est pas nos propres personnes. À ce dialogue républicain, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sont concernés pour un Sénégal de paix.
Et après la politique, l'éducation, avec cette possibilité de grève des enseignants du G6 à cause de la crise qui actuellement secoue le lycée Haroun Sané de Bignona. Face à la presse, les responsables syndicaux ont demandé à l'autorité scolaire de revenir sur sa décision, à défaut de quoi, eh bien, ils n'excluent pas de déclencher un mouvement de grève dans le sud du pays ou alors au niveau national. Leur porte-parole est Yanko Babadji. Il s'en explique au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. L'IA pouvait laisser l'enquête suivre son cours et procéder à des sanctions moins dures. Parce que nous considérons cette décision de relever très sévère et très lourde. L'IA pouvait, comme il l'avait commencé à le faire, adresser aux intéressés des demandes d'explication. Ensuite, procéder à des sanctions comme l'avertissement, le blâme, la mise à pied, au lieu d'arriver au relèvement de ses camarades. Donc c'est pourquoi nous pensons que la décision, elle était prise à la hâte, mais elle était aussi sévère. Elle était aussi sévère. On pouvait procéder à d'autres sanctions qui pouvaient nous éviter aujourd'hui cette situation que nous vivons au lycée et dans la commune de Bignona. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'IA? Nous le lui avons notifié quand l'on l'a rencontré. Notre souhait aujourd'hui, c'est que l'IA reconsidère sa position par rapport aux sanctions qu'il a prises, de relever le censeur, le proviseur et le surveillant en les maintenant à leur poste. À l'état actuel, si la situation perdure, nous n'excluons pas un plan d'action au niveau local comme au niveau national. D'autant plus que nous avons déjà informé nos supérieurs du G6 au niveau national. Et puis, après une année très instable en 2018, les étudiants et le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis appellent enfin à l'unité. Les deux parties se sont donné la main lors de la remise de matériel sportif destiné aux étudiants du campus. Paul Ngagnissar, le secrétaire général de la commission sociale des étudiants, appelle à enterrer la hache de guerre au nom d'une année stable. Reportage de Seynou Diop et Abib Sek. 2018 a été une année instable à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avec les séries d'événements qui ont mené à la mort de l'étudiant Fallou Sène. Pour oublier les mauvais souvenirs dans le temple du savoir et réconcilier les étudiants et les autorités universitaires, les étudiants et les directeurs du CRUS se sont donné la main pour travailler ensemble. On est là pour essayer de réconcilier, merci pour le thème, et réconcilier la commission sociale, réconcilier la communauté estudiantine avec le CRUS, avec le rectorat et ainsi toutes les instances de prise de décision qui sont à l'université. C'est à l'occasion de la cérémonie de remise de matériel sportif que les étudiants ont lancé ce message. Pour la commission sociale, le temple du savoir n'a pas besoin de disputes et doit tendre vers l'excellence pour retrouver son lustre d'antan. Parce qu'à ce moment-ci, tout le monde le sait, l'université n'a pas besoin de disputes, l'université n'a pas besoin de guerre et ainsi de suite, mais que toutes les personnes qui sont là se serrent la main dans la main pour que l'université Gaston Berger de Saint-Louis puisse recevoir toujours cet étendard, c'est-à-dire l'excellence qu'elle avait depuis sa création en 1992. Le directeur du CRUS a de son côté réaffirmé son souhait d'accompagner les étudiants dans le domaine sportif et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Serrer les liens de solidarité entre les étudiants, parce que c'est dans un terrain de football, de basket, de volleyball ou bien encore de handball qu'on peut tisser des liens forts de solidarité, mais aussi qui améliorent en tout cas la santé des étudiants. Le nouveau bureau de la commission sociale de l'université de Saint-Louis s'est assigné comme mission de réconcilier les étudiants et les responsables du campus pour une année universitaire stable. Allez, retour dans la région de Dakar pour parler cette fois-ci d'encombrement du boulevard Maurice Gueye. Les Rufisquois élèvent la voix pour ces habitants de la vieille ville. Eh bien, il est temps que les autorités s'investissent davantage afin que ce tronçon soit débarrassé de ses occupants illégaux. Ils l'ont fait savoir dans ce reportage signé Ousseynou Thiam. Considéré comme l'un des plus beaux boulevards du Sénégal, de par sa longueur qui dépasse 1,5 km, le boulevard Maurice Gueye de Rufisque est aujourd'hui agressé de tous bords. Des garages de taxis à chaque coin de rue, des étalagistes qui occupent les trottoirs et des laveurs de véhicules qui rivalisent d'ardeur.
Un encombrement qui n'est pas du goût des Rufisquois. Ça fait vraiment mal, d'autant plus que toutes les équipes municipales qui sont inscrites ici ont eu ce vœu pieux de faire du boulevard vraiment un lieu vraiment attrayant. Mais aujourd'hui, on se rend compte que malgré les semblants d'efforts qui ont été faits, parce qu'il faut le rappeler, que ce soit sous l'ère Badrema Mayassène ou bien avec le maire qui est là, Daouda, bon, ils ont tous émis ce vœu-là de faire du boulevard vraiment un lieu dégagé et qui soit à la hauteur de cette image qu'on veut donner à Rufisque. Mais c'est sûr que depuis lors, rien n'a été fait. C'est préférable qu'on fasse 2 voies ici à Rufisque. Et puis ici, ce n'est pas un stationnement. Il ferait mieux qu'on s'organise Rufisque. Qu'on organise Rufisque et qu'on les trouve des places là où se garer. Pour ces Rufisquois qui déplorent le manque de suivi après chaque opération de désencombrement, il est grand temps qu'une solution définitive soit prise pour un visage beaucoup plus reluisant de ce boulevard. Il faut que les autorités aient ce courage-là de poursuivre leurs intentions de faire de ce boulevard. C'est un très joli boulevard. Tout le monde le dit, on dit que c'est le plus beau boulevard du Sénégal, pour ne pas dire de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc le faire nécessite juste pas beaucoup de moyens, juste une volonté, dégager tout ce qu'il y a à dégager et au moins refaire les routes secondaires. On voit que la route nationale elle est étroite, mais ça ne pose pas de problème. Mais il faut que les routes secondaires soient dégagées et retapées. À rappeler que les équipes municipales qui se sont succédées à la ville de Rufisque ont, à coups de millions, tenté en vain de se débarrasser de cette anarchie devenue la règle. À présent, ce cri de cœur des populations de Nangour Ndiaye, c'est dans le département de Louga, une localité confrontée à un manque criard d'infrastructures, pas d'hôpital, encore moins de cases de santé. À cela s'ajoute une insuffisance en eau, mais aussi en électricité, un véritable calvaire en somme que des populations déboussolées nous décrivent dans ce reportage de Tchernofala. Le village de Nangour Ndiaye se situe à 15 km de Louga, dans la commune de Kelgueye. Ici, l'absence de certaines infrastructures préoccupe beaucoup la population. On note un manque notoire d'infrastructures scolaires, éducatives, aussi bien que sanitaires. Et ça, c'est un problème. Un village qui compte plus de 3000 habitants, qui n'a aucune structure de santé, ça, c'est un problème. Nous allons parcourir de 5 à 10 km pour voir une structure de santé. Et il y a faute de moyens, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour se déplacer, pour aller se soigner dans certaines structures. Si nous avons un poste de santé dans notre village, ça va nous simplifier les choses. L'accès à l'eau potable et à l'électricité fait également défaut dans certains ménages. Les populations réclament l'extension du courant ainsi que des branchements sociaux pour couvrir tout le village. Il y a certains ruelles qui n'ont pas de poteau de lampe, aussi bien que des tuyaux de la SDE. Et nous lançons un appel solennel au président de la République, aussi bien que toutes les autorités étatiques, de nous apporter leur aide pour que nous puissions réaliser nos rêves. Les femmes de Ndangour veulent également bénéficier de financements pour pouvoir travailler et contribuer à l'amélioration des niveaux de vie dans le village. Les femmes de Ndangour veulent travailler, mais c'est le manque de moyens qui fait défaut. Nous voulons vraiment que les autorités nous aident en nous facilitant l'accès au financement. Les jeunes du village réunis au sein de l'Association pour la solidarité et le développement de Ndangour organisent chaque année cette rencontre qui regroupe toute la famille. La journée a été marquée par des consultations médicales gratuites, un don de sang et une conférence sur l'éducation. Et puis dans le sud, les populations de la commune de Djiredji réclament la construction de la boucle sud du Boudjé, l'électrification de tous les villages du Boudjé, des populations qui ont lancé un appel au chef de l'État qui, lors de sa campagne électorale, avait promis à Sédhiou le bitumage justement de cette boucle du Boudjé. Le Boudjé, pour rappel, est une zone agricole qui produit chaque année plusieurs tonnes de produits, mais qui a des difficultés pour justement transporter ces produits à cause de l'état de dégradation très avancé de la route. Bakary Konté, Khalid Yamé pour la correspondance.
Pendant la campagne électorale, le président Macky Sall avait annoncé à Sédhiou le bitumage de la boucle sud du budget. Après avoir fêté leur victoire, les militants et responsables de Djiredji rappellent au président sa promesse. Le bitumage de la boucle du budget, les travaux sont en cours et que, d'après le président de la République, il y aura une poursuite, savoir le bitumage de la boucle, surtout la boucle sud, parce que la boucle nord, comme il l'a dit, est complètement achevée. Sédhiou commune a bénéficié aussi de quelques kilomètres de route. Et le Marsassoum aussi. Et là, nous sommes très ravis. Nous félicitons le président pour cela. Et qu'aujourd'hui, la boucle sud du budget attend vraiment la finition, surtout le bitumage de cette dernière. Plus de 80% des villages de la commune de Djiredji ne sont pas toujours électrifiés. Aujourd'hui, la commune est électrifiée, je peux dire, à moins de 20%. Donc près de 60% des villages ne sont pas électrifiés, sinon ils ont des mini-centrales qui ne fonctionnent pas du tout. Et nous avons reçu un partenaire canadien qui a bénéficié d'un financement de l'Union européenne qui doit intervenir dans 7 villages pour le renforcement des capacités des mini-centrales et voire même la réparation pour les mini-centrales qui ne fonctionnent pas. Donc nous pensons que ça va soulager cette zone où déjà la demande est forte. Pendant cette rencontre, le maire de Djiredji, Mohamed Lamine Diawara, a promis l'implantation d'une unité de transformation à Samé. À Kaolack, bonne moisson pour les exportateurs de graines d'arachide qui sont parvenus à exporter pas moins de 280 000 tonnes d'arachide, et cela bien avant la fin de la campagne arachidière. Des performances réalisées, disent-ils, grâce à la levée des taxes. Voici Habib Diaw, président du collectif des exportateurs de graines. Il est au micro d'Ibrahim Diamé. Faire un bilan de la campagne 2018-2019 à la date T, c'est-à-dire qu'à la date du 5 mars 2019, je pense qu'on a fait beaucoup de performances. Parce que comparé à l'année dernière, à la date T, on était à peu près à 80 000 tonnes et quelques. Aujourd'hui, à la date du 3 mars 2019, on est à 280 000 tonnes et poussières. Cela est dû par le fait que je l'avais dit dès le début de la campagne, qu'on a été édifié très tôt sur la taxe qu'on avait suspendue. Je l'avais dit d'ailleurs que ça aura un impact très positif parce que les gens qui doutaient, ou bien qui se méfiaient de cela, ont été édifiés dès le début. Et que cette année-ci aussi, il y a une autre particularité, c'est-à-dire que toutes les huiles réunies, si vous prenez le poids collecté, ça fait à peu près 176 000 tonnes de poussière. Ça veut dire que toutes les huiles réunies, ce qu'on a exporté, il y a une différence de 100 000 tonnes, presque. C'est pour cela que j'ai dit à nos détracteurs, ceux qui pensent que l'exportation n'est pas une bonne chose pour le Sénégal. Et j'ai dit que si ça aurait été les exportations cette année-ci, peut-être on aurait vu un autre schéma, surtout en pleine campagne électorale. Puis-je vous l'annoncer en titre à 2 jours de la Journée internationale de la femme? Coup de projecteur sur les femmes de Nder. Au micro de nos reporters, Amadou Mokhtar Bey, président de l'association des écrivains, nous relate l'histoire de Talata Nder. Occasion pour lui de revenir sur la place et le grand rôle que les femmes sénégalaises ont toujours joué dans la société. Aïssatou Gueiba, reportage. Talata Nder, c'est une histoire, un parcours de la femme sénégalaise. C'est également un reflet de bravoure, de lutte contre l'injustice et de préservation de la dignité de la femme. Un passé que le président de l'Association des écrivains du Sénégal raconte avec passion. L'histoire a démontré une nouvelle fois la bravoure de nos femmes dans des conditions extrêmement difficiles, et cela s'est passé donc un mardi en 1820. Exactement à Nder. Fatim Yamar, sentant la bataille presque perdue, a demandé aux femmes, à ses lingers qui étaient avec elle, d'accepter
de se sacrifier pour l'histoire, pour le Wallo et pour le Sénégal de demain, comme il le disait. Elles ont choisi aussi l'arme la plus difficile et la plus cruelle, le feu. Et ils se sont enfermés dans la case et ils ont allumé la case. Une histoire qui n'a fait qu'affirmer davantage la place que mérite la femme dans la société actuelle. La femme a toujours joué un rôle très important dans la cause nationale patriotique. Ceci prouve encore une fois que les femmes n'avaient pas de rôle de figurant. Et cela doit se traduire actuellement avec la présence aussi des femmes dans l'État sénégalais. La parité dont on parle n'est pas un fait de hasard, c'est quelque chose qui s'exprime aussi dans la position étatique, dans les positions politiques et sociales qu'occupent les femmes. Toutefois, force est de constater qu'aucun mémorial n'a été créé en l'honneur des femmes de Nder et qu'aucune journée ne leur a été dédiée pour leur rendre hommage. Voilà donc Talata Nder, raconté par le président de l'association des écrivains Alioune Badara Bey. Un peu de sport avant de boucler cette édition. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal effectué ce mercredi par la Fédération sénégalaise de football. Les rencontres phares sont Casa Sport, Djambar, Dakar, Sacré-Cœur, Stade de Mbour, Sonacos, Génération Foot. Des rencontres prévues les 20 et 21 mars 2019. Le récit est signé Mamadou Fall. Les rencontres des 16e de finale de la Coupe du Sénégal désormais connues, 32 équipes vont s'affronter entre le 20 et le 21 mars 2019. Un tableau complet dressé par la Fédération sénégalaise de football ce mercredi. L'Académie d'Arussalam affronte UST Port, Niambour joue contre l'US Ouakam. Le Duc à l'assaut de l'Olympique de Ngor. Oslo FSA va affronter l'AS Pikine, Assur joue contre l'US Rail, Tenguet FC. Demba Diop Mbour, Niari Italie, NGB, Amitié FC, AS Cameroun joue contre l'US Gorée, Dakar Sacré-Cœur affronte Stade de Mbour, Sonacos affronte Génération Foot, HLM Grand Yoff joue contre la Renaissance de Dakar, US Saint-Louis va à l'assaut de l'ASC Djaraf, ASC HLM contre Ejifatik, Casasport joue contre Djambar FC, ASC Ngelemou rencontre Walidan de Thiès et ASC Linger joue contre Étoile Lusitana sont prévus les 24 et 25 avril. A noter également que les matchs des 8e de finale. Allez, fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Restez avec nous. Tout de suite après moi, Faram Fatih, Papengagne Ndiaye reçoit ce soir Farbangom de la coalition Benno Bokk Yakaar qui fait face à Thierno Bocoum de la coalition IDI 2019. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée. À demain.